Et dans 30 grammes, mon roman noir qui vient de sortir, la première phrase, c'est Yannick Gallard a 32 ans et demi, il est en train de mourir et tout va très bien. J'aime travailler cette première phrase parce que c'est la porte d'entrée vers mon univers et voilà. Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les écrivains en herbe et créateurs perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire chez j'écrisunroman.fr, formatrice et auteure. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider. Que tu souhaites écrire, trouver des lecteurs ou vivre de ta passion, je t'apporte des conseils concrets et bienveillants et des interventions de professionnels. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains et bienvenue dans cet épisode du Café des auteurs où je suis très heureuse de te présenter Gabrielle Massat. Si tu fais partie des explorateurs, tu l'avais déjà rencontré lors du live sur les agents littéraires. Et aujourd'hui, Gabrielle, qui écrit des polars, qui en a publié 2, va nous parler de ce qu'est un polar pour elle, les définitions entre polar, thriller, roman noir, etc., les auteurs qui l'inspirent, ce qui fait un bon polar et comment elle intègre les indices dans les polars. Tu peux retrouver la retranscription complète de l'épisode sur j'écrisunroman.fr/podcast ou dans les notes de l'épisode. Et je te souhaite une très belle écoute. Et on est avec Gabrielle Massat. Hello Gabrielle, je suis contente de te recevoir dans le podcast. Eh ben hello, et puis ravie aussi. Hein. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots qui tu es? Est-ce que tu écris? Alors donc, moi je suis Gabrielle Massat et je suis autrice de polars et de romans noirs. Alors j'ai fait une petite incursion en jeunesse, mais là voilà, je suis lancée sur de la publication de polars. Donc mon premier polar est sorti en 2020, une semaine avant le confinement. Voilà, c'était le timing de la mort. Et le deuxième vient de sortir là au début de l'été 2021. Et du coup, avant de parler vraiment de ces livres-là, moi j'ai une petite question sur les auteurs qui, toi, peut-être t'inspirent ou t'ont même poussé à te lancer dans cette carrière. Alors moi, je suis hyper imprégnée par tout ce qui est littérature noire américaine. Donc ça va être alors les grands auteurs de cette mouvance-là, c'est les années 50, les années 30, donc Raymond Chandler, Dashiell Hammett, et puis plus tard ensuite James Ellroy, tout ça. Et donc ça, c'est vraiment le gros de mes influences. Et après, chez les auteurs un peu plus contemporains, on va dire, et français, il va y avoir donc la grande mouvance du polar hard-boiled un peu, donc Denis Lehane chez les Américains, Robin Cook chez les Anglais. Chez les Français, ça va être, j'adore Marin Ledin, j'adore Caril Ferré, tout ça. Plein d'auteurs à découvrir pour moi, parce que j'en connais Ouais, pas beaucoup. voilà, faut les lire, ils sont très bien. Ça marche. Pas de polar scandinave Alors, je suis pas trop polar scandinave. Alors, si, j'adore Jon Esbo, qui est un Norvégien, mais je trouve qu'il a une approche et une plume très américaine, en fait, et c'est pour ça que je l'adore. Chez les Scandinaves purs et durs, j'ai du mal. C'est très typique, le polar scandinave, et c'est assez lent, assez froid, et moi, j'ai du mal, en fait. C'est pas trop mon univers. de l'action. Ouais, voilà, plutôt. Alors du coup, tu nous as parlé de ta première publication en 2020. Comment ça s'est passé en fait entre peut-être tes débuts et cette première publication? Et je sais que tu as une agente. Du coup, tu l'avais déjà à ce Voilà. moment-là? Oui, alors en fait, donc voilà, moi ma première publication c'était 2015 et c'était un roman young adult, une dystopie young adult qui est sorti chez Hachette. Et entre donc j'ai écrit mon premier polar donc entre 2015 et fin 2018. En gros, ça m'a pris 3 ans. Et en fait, voilà, ma première expérience éditoriale avait été très chouette, mais pas épanouissante sur tous les plans. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, moi, mon rêve, c'était d'avoir une agente ou un agent pour partager en fait vraiment l'aspect créatif et la conception de la carrière en fait. Donc ça, j'en avais un peu parlé dans le live qu'on avait fait ensemble. Et du coup, je me suis dit, bah, au moment de soumettre mon polar, donc comme tout le monde en envoyant mes trucs par la poste, j'ai dit, tu vas tenter quelques agences littéraires d'abord et tu vas voir. Coup de bol, ça a mordu. Et en fait, c'est mon agente qui ensuite a soumis du coup ce premier polar à 2 éditeurs. Il y en a un des deux qui a dit oui, et donc on est parti avec. Et voilà. Et c'était Le Masque, Ouais, les éditions du Masque, c'est ça. qui est une sacrée belle maison d'édition polar. Ouais, super chouette, ouais. Ça doit faire plaisir ouais, quand on écrit dans ce genre-là en tout cas.
Ta dernière sortie, du coup, c'est donc celui qui est sorti cette année. Et Donc lui, c'est 30 pareil. grammes, donc Ouais. voilà, c'est ça, c'est celui-là, le bleu là, qui est sorti au masque aussi. Voilà, pour l'instant, je reste au masque. On essaie de construire un truc ensemble, donc c'est chouette. Et voilà. Et là, on est plus, effectivement, autant le premier, donc Le goût du rouge à lèvres de ma mère, qui est sorti en 2020, c'est vraiment un polar un peu hard-boiled, donc pur et dur. Autant 30 grammes, on est plus sur du roman noir, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Et justement, à ce sujet, moi, je me demande quelle est un peu est-ce que tu fais des différences entre le roman noir, le roman policier, le polar, si tu en fais une, et même les thrillers, en fait? Mhm. Oui, alors moi, avant d'être autrice de polar, je suis passionnée de littérature noire en général. Et donc, pour moi, euh, que ce soit culturellement, historiquement ou actuellement dans ce qui se passe, il y a d'énormes différences entre le roman noir, le polar, le policier, le thriller. Pour moi, c'est des choses complètement différentes. Et en fait, pour moi, dans ma tête, il y a une espèce de spectre avec, à une extrême, il y a le roman noir qui va se définir plus par un ancrage dans une réalité sociale particulière, et puis il n'y aura pas forcément d'enquête, c'est plus une littérature très sociale. Et à l'autre bout du spectre, il y a le thriller qui est vraiment très proche du roman d'action avec une enquête, et c'est souvent tous ces bouquins à serial killer, tout ça. Et entre les deux, on va avoir voilà, le roman policier classique qui est donc issu de la tradition d'Agatha Christie, tout ça, qui est vraiment basé autour d'une enquête, autour d'un meurtre, tout ça. Et le polar, qui pour moi est entre le policier et le roman noir, c'est-à-dire une enquête autour d'un meurtre, mais avec un personnage qui va être plus moralement ambigu, donc souvent ça peut être soit des privés, soit des truands, des trucs comme ça. Et l'enquête qui va être faite va permettre de porter un regard critique sur une réalité sociale. Voilà. Ça, c'est mon classement dans ma tête. Et donc, et je pense qu'effectivement, quand on écrit, ça peut être bien d'avoir conscience de ces cases-là, alors qui sont poreuses et qui vont dépendre un peu de chacun, mais d'en avoir conscience et de savoir où on se place, en fait, quand on écrit. Ouais, et puis peut-être de comparer aux livres qu'on aime bien, qu'on aime lire, et qui, Tout à fait. techniquement, appartiennent plutôt à l'une ou l'autre des catégories. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et alors du coup, si on reste sur les polars, parce que est-ce que toi tu les mets dans la catégorie polar, ouais, tu nous disais polar pour le premier et roman noir un Ouais, peu, limite roman noir pour le deuxième? voilà, moi je suis vraiment. En fait, ce que j'aime écrire, c'est le polar un peu hard-boiled, donc ce que je disais tout à l'heure, ce polar qui décape un peu avec pas mal d'ironie et un côté très noir et assez social. C'est ce que je préfère. Alors, pour mon dernier, je suis partie plus dans le roman noir, c'était pas tout à fait fait exprès en fait. Ça s'est fait un peu comme ça. Et finalement, voilà, je me rends compte que je suis plus à l'aise dans la case vraiment polar. Ça me correspond mieux. Et pour les suivants, je pense que je vais revenir vers un polar un peu plus classique. Ouais. Et du coup, pour toi, un bon polar, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des éléments indispensables d'après toi à faire figurer dans un bon polar? Alors moi, dans un bon polar et surtout dans un bon roman de manière générale, moi, le truc essentiel, c'est le personnage. C'est-à-dire que moi, il faut qu'il y ait des personnages inoubliables et qu'il y ait un héros inoubliable parce qu'en fait, à partir du moment où il y a ça, on peut m'emmener partout et je suis contente et tout va bien. Voilà. Pour le polar, moi, ce que j'aime et ce que je recherche quand je lis un polar, ça va être un ton un peu incisif, un peu ironique. C'est souvent, c'est une patte très très courante hein, dans les polars d'avoir un style très très mordant et j'aime bien ça. Et j'aime bien quand il y a un focus, voilà, quand il y a un petit côté social aussi. Ça, c'est ce que j'aime. Après, je suis pas une grande fan des thrillers très page-turner, tout ça. Enfin, je l'ai été, mais j'ai fait le tour, je pense. Et du coup, maintenant, voilà, je vais rechercher une voix, un personnage inoubliable qui va m'emmener dans une réalité sociale que je connais pas forcément. Et voilà, c'est plus ce que j'aime, moi. Intéressant, ça me fait penser un peu au roman de Fred Vargas. Alors, je sais pas dans quelle Ah catégorie bah ils oui, vont, mais c'est oui, vraiment, oui, ça m'y a fait complètement. penser tout de suite un peu la voix, justement, puis des milieux C'est toujours ça. incroyables qu'on n'aurait pas pensé. Voilà. Et des personnages très forts, Et des d'ailleurs. Elle a des personnages hauts en personnages couleur, très, ouais. très Hmm. chouettes. Ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Puis c'est vrai que le peu de polars que j'ai pu lire, on se souvient très bien des personnages. Je trouve peut-être plus que même d'autres romans centrés sur les personnages, mais on a leur évolution au Peut-être, ouais. cours de l'enquête aussi, leur évolution au cours de l'histoire. Mm, mm. C'est ça, ouais.
Et du coup, alors j'ai une coachée qui écrit un polar, hello Stéphanie, si tu nous écoutes, qui se demandait comment on dose en fait les indices et les rebondissements. Parce que ben, forcément, il y a des indices à semer, il y a des rebondissements qui se passent, et j'imagine que c'est un savant équilibre pour pas qu'il y en ait trop d'indices et que du coup ça soit complètement pas intéressant et pas assez où du coup le lecteur est un peu largué jusqu'à la fin finalement. Ouais. Donc, oui, coucou Stéphanie au passage. Alors, c'est hyper intéressant et hyper compliqué comme question. Alors, pour parler juste du dosage entre les rebondissements et les indices, moi, quand j'écris, je construis toujours d'abord la partie dramatique de mon intrigue, c'est-à-dire à quoi va être confronté le personnage, comment ça va le faire évoluer, quel, euh, quel grand bouleversement il va y avoir dans l'histoire par rapport à lui, à son histoire. Donc ça peut être, alors ça peut être très varié, hein, ça peut être d'une part, voilà, il va apprendre des choses sur lui, il va évoluer, ça peut aussi être, il va se friter avec le méchant et se faire tabasser, c'est voilà, c'est ces trucs-là. Et à côté, je construis la partie vraiment enquête. Et ensuite, j'essaie de mêler les deux et de faire en sorte que l'un induise l'autre, que l'autre induise l'un, que tout ça se mêle. Mais la façon et le dosage dont ça va, enfin, qui vont permettre de mêler ça, c'est quelque chose d'assez intuitif et d'assez subjectif. Alors, je suis un peu embêtée parce que je ne peux pas donner de recette. J'essaie d'écouter vraiment la musique de mon synopsis, parce que moi je fais des synopsis qui font 150 pages, c'est horrible, enfin, je suis une grosse furieuse. Mais du coup, j'essaie d'écouter la musique et j'essaie de trouver vraiment une harmonie là-dedans. Après, quant à la question, comment faire pour doser les indices pour pas que ce soit trop évident et pour qu'à la fois le lecteur puisse suivre un peu l'histoire. Pour moi, il y a un truc qui est fondamental dans le polar, dans le policier, et souvent chez les auteurs que je bétalie, je trouve qu'il y a toujours la même erreur qui se répète, qui est que l'auteur débutant a tendance à vouloir amener son lecteur d'un indice à l'autre parce qu'il faut que l'histoire aille là. Alors c'est un peu cryptique ce que je dis, mais en fait moi ce que je fais quand j'écris, c'est que je pars du principe que les indices que le héros trouve, bah, c'est les indices que le héros trouve. C'est-à-dire que ça se fait assez naturellement parce je me mets dans sa tête, il va voir un truc, puis ça va naturellement l'amener vers un autre truc, puis vers un autre truc, et en fait la quantité d'indices s'impose d'elle-même quand on se met dans la tête du narrateur qui, qui est face à une situation, il va lire une scène de crime, voilà. Enfin, je pense qu'il faut vraiment faire acte d'empathie extrême pour que le dosage s'impose à lui-même. Je suis peut-être pas très claire, je suis désolée. Ce que ça m'évoque en tant que romancière, on va dire standard, c'est un peu le Ouais. fait que les indices, finalement, c'est des événements parmi d'autres. Sauf que bah, ce sont des indices, mais en réalité, tu les vois comme un événement, en fait, c'est qui ne serait Mm-hmm. pas forcément un indice. Et du coup, bah, ça veut dire qu'ils sont un peu noyés dans un tas d'événements. Et peut-être aussi que ce qui est Mm-hmm. important pour toi, c'est pas justement de mettre les indices un ici, un là, mais plutôt que ça s'enchaîne de manière logique. Ça me fait un peu Tout à penser fait. aussi à la règle des scénaristes de South Park où techniquement tes événements doivent toujours s'enchaîner avec un mais ou un donc. Je veux faire ça, mais Mais ou tu je veux es faire ça parfaite, donc. c'est exactement ça que je voulais dire. Merci Ingrid, c'était exactement ça. Heureusement que tu es là et Voilà. je ne connaissais pas la règle des South Park, mais je vais aller me renseigner parce que ça me plaît beaucoup. C'est ça, et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi pour me dire, bah, tout s'enchaîne toujours de manière logique, et nous aussi, on est toujours en réaction à quelque chose. On va pas d'un coup aller à la boulangerie. Bah non, il y Exactement. a toujours une raison derrière, entre guillemets. Et c'est peut-être aussi ça, Ben, c'est finalement, c'est de voir les exactement ça. indices comme un événement lambda de l'histoire, quoi. Voilà, tout à On fait. a résolu le mystère des Voilà, tu indices. as tout dit. Bravo. Et qu'est-ce que du coup t'aurais comme mot. Alors ça fait déjà pas mal, je pense, pour de pistes à creuser pour les auteurs débutants, mais est-ce que t'aurais d'autres petits conseils, des choses que bah, typiquement tu parlais d'erreurs que tu vois souvent en bêta lisant. Quelles sont les erreurs que font les auteurs débutants, par exemple? Alors, il y a deux choses qui moi, m'ont marqué, en tout cas les romans de débutants que j'ai pu lire, et parfois même, d'ailleurs, dans des romans publiés. Hein, c'est pas, voilà. La première, c'est que je pense que pour écrire un bon polar, c'est important d'en avoir lu et de savoir un peu sur quelle base culturelle ça s'assoit un polar. C'est une littérature qui est très, très profuse, qui est hyper variée. Voilà, c'est international et comme on disait tout à l'heure, il y a plusieurs catégories. Voilà.
je pense que pour faire un bon polar, il faut réussir à s'asseoir sur toute cette culture-là et savoir transcender cet héritage-là. Moi, les meilleurs polars que j'ai lus, c'est vraiment des polars où on sentait que l'auteur était un lecteur de polar plus que tout ça. Ça me paraît hyper important. Je pense que c'est important dans tous les genres littéraires, mais voilà, particulièrement dans le polar, je pense qu'il y a cette culture à se faire. Alors, ça ne veut pas dire forcément ne lire que ça ou quoi, mais en tout cas, savoir vers où on va et ce qu'on veut faire dans ce cadre-là. Et après, de façon plus pratico-pratique, moi, je dirais, voilà, la construction de l'intrigue, alors ça paraît peut-être évident ce que je dis, auquel cas je suis désolée, la construction de l'intrigue d'un polar, ça se fait en deux couches, en fait. C'est d'abord construire ce qu'il s'est passé pour arriver jusqu'au crime initial, surtout dans un policier classique, et ensuite découper ce dessin-là, faire un puzzle et le reconstruire. Et je pense que c'est hyper important de passer du temps à savoir ce qui s'est passé et comment la victime est morte et pourquoi, avant de vouloir se mettre dans la peau de l'enquêteur et enquêter. Voilà. C'est vraiment je trouve que c'est hyper long pour avoir écrit d'autres trucs que des polars. C'est vachement plus long de scénariser un polar parce qu'il y a d'abord cette scénarisation initiale et ensuite la deuxième couche qui est l'enquête. Ouais, tout l'avant finalement, en fait. Ouais. C'est vrai que tout ce qui se passe avant, souvent les polars commencent par le meurtre ou sa découverte. Et c'est vrai du coup, j'imagine toute l'histoire qui a mené. Souvent, c'est remonte à l'enfance, etc. Voilà, Ah, et c'est ça, si intéressant. si l'auteur l'a pas profondément en tête avant de construire son histoire, en fait, il va se planter. Il va y avoir des incohérences, il va y avoir des ventres mous dans l'histoire. Donc voilà, vraiment prendre du temps pour faire l'avant, pour penser l'avant. C'est intéressant parce que ça m'évoque, en fait, mes deux coachés qui écrivent des polars ont fait un travail de préparation. Alors, ça m'a fait rire quand tu Ouais. as parlé du synopsis parce qu'ils ont vraiment préparé très en détail, justement, pour être sûr de bien situer les indices, etc. Et j'ai l'impression que c'est quand même très commun de le faire pour être sûr, justement, comme on le disait, d'avoir l'avant qui est clair avant d'attaquer l'histoire en elle-même et que l'histoire en elle-même, les événements, les indices soient bien dosés, etc. Et en même temps, j'avais lu, alors, je sais pas dans quelle catégorie il se range lui, mais Joël Dicker qui écrivait Ouais. son histoire et venait mettre les indices après. Et c'est vrai que ça me semblait un peu bizarre. Alors après, j'imagine que ça découle chez lui peut-être d'une certaine expérience, d'une certaine habitude aussi de ses lectures, mais ça me semble difficile pour un auteur débutant en tout cas de faire comme ça. Ouais. Alors moi, j'ai pas lu Joël Dicker, je vois ce qu'il a fait, mais je l'ai pas lu, donc je peux pas dire. Mais par contre, effectivement, sa technique me paraît extrêmement courageuse et périlleuse. Alors, chapeau. Après, je pense qu'on a tous des structurations mentales qui font qu'on va pas aborder la conceptualisation du roman pareil. Lui, s'il arrive à le faire en mode d'abord j'écris, ensuite je rajoute des trucs à droite à gauche et que ça marche, mais tout mon respect, moi ça marche pas comme ça, hein, très clairement. Moi j'ai une phase de réflexion qui est très longue et je pense que c'est plus sécure. D'une part, c'est plus sécure parce que voilà, on verrouille le truc et ensuite on peut se concentrer sur vraiment l'acte d'écrire, qui est une activité en soi assez complexe aussi. Donc voilà, mais bon, chacun doit trouver sa méthode et on la trouve pas au premier roman, en fait. On la trouve à force de scénariser. Et c'est vrai que moi, finalement, je me suis rendu compte pour mon premier polar, j'ai fait un travail préparatoire monstrueux au niveau dramaturgique, au niveau scénaristique. Ça m'a pris 6 mois. Et en fait, c'était très bien. Et sur mon roman noir que j'ai sorti l'an dernier, j'ai été beaucoup plus avare en préparation parce que j'avais envie de tester justement ce côté. Bon, voilà, je vois à peu près où je vais, je sais quels sont les grands arcs transformationnels au niveau de mes personnages, quel est le mystère, voilà. Et je les laisse parler. Et en fait, pour moi, ça a été hyper anxiogène. Et ça a été une catastrophe. Et j'ai réécrit le truc 50 fois et ça s'est fait dans la douleur. Donc, tout ça pour dire que à chacun de trouver sa méthode, mais moi, en tout cas, j'ai une méthode qui est très, très structurée. Je suis la vraie architecte, la vraie Hmm. Manet. C'est vrai que moi je milite un peu pour que le terme soit moins utilisé, mais là ça s'applique quand même plutôt bien à toi, vu le Ouais, besoin de préparation. On voit que tu as besoin en fait de préparer justement le maximum et de te lancer dans l'écriture ouais. vraiment avec plein d'éléments pour te dire c'est bon, je suis En fait, prête. je me suis rendu compte que si je devais chercher ce que je voulais écrire pendant que j'écrivais, je faisais plus attention au style au Hmm. sens large, au style au sens très très large, et à l'âme en fait vraiment à l'incarnation. Voilà, on peut appeler ça l'incarnation. C'est-à-dire que j'étais tellement concentrée sur merde. Alors là, il faut que je dise que tel personnage y pense ça, que là il trouve tel indice machin, qu'en fait j'oubliais complètement d'habiter
mes personnages et c'était très plat en fait. Et j'ai pas du tout aimé cette expérience-là, mais c'est parce que je suis très monotâche. Moi, faut d'abord je scénarise et ensuite j'incarne et j'écris. Mais je sais que plein de gens sont différents et j'admire ceux qui arrivent à lâcher prise, à se laisser porter. J'admire vraiment beaucoup. Ouais, c'est clair que et puis c'est assez rare, je pense, les gens qui vraiment lâchent complètement prise. En fait, je pense que c'est juste qu'ils ont Ouais, effectivement préparé suffisamment selon leurs besoins à eux. ouais, c'est Mais ça, c'est je vrai pense que aussi. l'impro total entre guillemets, j'en vois très rarement finalement. Ouais, et dans le polar, moi, j'en ai jamais rencontré. Mais bon, si quelqu'un, si quelqu'un fait ça, qu'il se manifeste. Bah, c'est ça. On demandera aux personnes qui nous écoutent de venir nous dire Ouais. ce qu'ils en pensent. Parce qu'effectivement, Joël Dicker, bon, c'est le seul exemple que j'ai entendu. Puis c'est vrai que c'est pas exactement, comment dire, des enquêtes très fouillées. Finalement, entre guillemets, c'est plus un mystère qui se dévoile petit à petit, je trouve. Mm. Enfin, on n'est pas dans le truc au J'ai millimètre l'impression, oui, qu'on peut avoir plus. dans certains thrillers, ouais, où c'est le Voilà. sens du timing très important, etc. Parce que là, je pense que c'est quand même vraiment très compliqué. Ouais, tout à fait. Oui, Et oui, oui, moi qui aime beaucoup écrire des histoires à tiroir, en effet. ouais, effectivement. Et du coup, bah, ça me mène un petit peu à... On parle de préparation, on parle de se rassurer. Comment ça se passe chez toi, les sessions d'écriture? Alors moi, j'écris plutôt le matin. Et alors, il faut, pour que j'arrive à me mettre dans ma bulle d'écriture, alors, il faut savoir que je suis assez hyperactive et que j'ai tendance à papillonner énormément, à me déconcentrer énormément et à vouloir faire 50 trucs en même temps. Donc, j'ai besoin de faire un gros travail pour me mettre dans ma bulle et me dire, là, tu as 2 heures, tu ne fais que ça. C'est très dur pour moi, ça. Et donc, je commence, alors c'est ridicule, mais je commence par ranger ce qui est autour de moi. Il faut que tout ce qui est autour de moi, donc en général, j'écris soit dans le salon, soit dans le bureau chez moi, mais il faut que ce qui est à portée de vue soit à peu près rangé, qu'il y ait un bon feng shui dans ma pièce. Euh, je me fais une tisane ou un jus de citron ou un café, un machin, une boisson chaude, et je me mets de la musique à fond dans les oreilles. Et là, j'ai ma bulle, et là, je peux commencer à écrire. Voilà. Ah, j'aime beaucoup, ça te fait le rituel en fait pour te mettre en condition Oui. pour écrire. Je trouve ça top quand on voit quand les auteurs qui vont trouver et qui savent exactement quel rituel accomplir, je trouve. Ouais, mais c'est un peu long, donc j'aimerais bien un truc un peu plus court, parce que si c'est le bazar chez moi, il va me falloir une demi-heure avant de m'y mettre. Donc bon, C'est vrai, c'est vrai. C'est les défauts du rituel. Justement, à propos de rituel, j'aime bien parler de confiance en soi avec les auteurs et notamment sur comment ça peut aussi impacter un peu s'il n'y a pas le rituel. Est-ce que tu arrives à écrire, par exemple? oui, quand Ouais? même. Mais enfin, alors, nuance. Oui, si tout va bien dans ma tête et que je suis très sereine à ce Hmm. moment-là, dans mon écriture et dans ma vie, on me file un carnet, un coin de table et voilà, et je peux écrire au milieu du bazar le plus total, c'est pas grave. Dans un repas de famille, dans les transports en commun, peu importe, ça marche. Par contre, si je suis dans une phase d'inquiétude, de doute, ou juste dans une phase où j'ai une charge mentale énorme entre le boulot, la maison, le ceci, le cela, ça va être très compliqué. C'est vraiment, je pense, ça dépend de quel nuage noir j'ai dans ma tête. En fait, s'il n'y en a pas, tout va bien. Je peux écrire n'importe où. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant d'amener ça aussi, parce que j'en parle souvent ailleurs que sur le podcast, mais parfois j'ai des coachés ou des membres qui viennent, qui se flagellent en disant mais j'arrive pas à écrire, et finalement en Ouais. discutant 2 secondes, en fait ils sont en plein déménagement. Et donc c'est Voilà, non mais normal de pas voilà, réussir à écrire quand on a comme tu c'est disais, je ça. trouve très bien formulé, il y a la charge mentale, elle remplace un peu l'écriture, elle la chasse un peu, quoi, Ouais, parce qu'on a des priorités beaucoup plus concrètes, terre à terre, liées à notre survie, entre guillemets, qui sont notre travail, notre maison, quoi. ouais, c'est ça. Ou nos proches, parfois aussi. Je sais que moi, personnellement, Aussi, la famille, entre guillemets, ou les soucis comme ouais, ça vient forcément un petit peu chasser l'écriture qui marche mieux quand, comme tu le dis, tout va bien, finalement. et oui, tout à fait. Et donc, au niveau confiance, est-ce que tu penses avoir plus confiance en toi qu'à tes débuts? Pas forcément. Alors, j'ai constaté un truc qui est assez étonnant, qui est que quand j'étais pas publiée, en fait, alors, j'avais pas forcément confiance en moi, mais j'avais une espèce d'innocence et de liberté. J'avais une idée en tête, je savais ce que je voulais faire, je le faisais, je me posais pas de questions. Je faisais bêta lire et en fait, les critiques me revenaient, je les digérais, enfin, voilà. Et j'ai l'impression, alors je crois qu'il y a
il y a un effet en psychologie qui explique un peu ça, c'est l'effet Kruger ou un truc comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui dit que plus on progresse dans une discipline, il y a toujours un moment où en fait notre confiance en soi s'effondre parce qu'on se rend compte du chemin qui reste à parcourir, alors que quand on était au début, on ne se posait pas trop de questions en fait. Et voilà. Et j'ai vécu ce moment-là très fort ces derniers mois. J'ai eu une espèce de grosse crise de qui suis-je, où vais-je dans ma construction littéraire autour du polar, tout ça. Je me demandais, mais ça y est, maintenant je me rends beaucoup mieux compte de quoi est constitué l'univers polar et où est-ce que je me situe, qu'est-ce que je veux faire. Et c'était très corrosif pour la confiance en soi. Alors, j'ai pas besoin de grand-chose pour que ma confiance en moi soit émoussée, mais là, c'était très corrosif. Et, euh, et voilà, donc finalement, c'est pas là, ça va un peu mieux, mais finalement, c'est pas si évident que le fait d'être publié améliore la confiance en soi, parce qu'en fait, on se rend. Et puis, le fait d'être publié et de commencer à se connaître, à avoir un rythme de publication un peu régulier, nous fait aussi nous confronter à un autre monde, hein. Le monde le monde de l'édition, quand on y est dedans, c'est encore d'autres défis à relever pour continuer d'avancer et qui ne sont pas forcément si faciles à surmonter. Donc, ma confiance en moi n'est pas forcément plus forte qu'avant. Par contre, plus j'avance et plus je me sens construite au niveau littéraire, et ça, c'est génial en fait. Ça, c'est génial. Plus je mûris en fait, tout simplement. Puis peut-être un peu plus légitime aussi de te dire bah j'ai été publié, alors même si voilà ça fait pas tout, mais je pense que ça aide aussi à se sentir légitime, même si tu décris bien, je trouve l'effet ouais où on se rend compte de qu'en fait c'est entre guillemets être publié, c'est pas tant que ça finalement. J'ai pas envie de Ouais. décourager les auteurs qui nous écoutent parce que on va éviter. Voilà, non mais en fait, c'est normal, je trouve aussi, parce que justement la publication c'est la porte sur encore un autre milieu, finalement un autre Voilà. monde qu'on ne connaît pas. Donc forcément, on se sent, je pense, intimidé. Oui. Et en même temps, bah, quand on a un auteur en herbe, parfois on a zéro confiance en nous parce qu'on trouve que Mm. chaque mot est nul et tout ça. Et je pense qu'effectivement, bah, le remède à ça, c'est d'avancer, d'écrire, de réaliser son projet. Et là, bah, comme tu dis, tu te sens plus construite. Chaque livre Oui. vient mettre des briques sur le mur. Et c'est ça. Et effectivement, le fait, comme tu disais, d'avoir quand même le fait d'être publié, c'est une forme de reconnaissance qui permet, c'est sûr, d'asseoir un peu de confiance en soi. Ça, c'est vrai. Et d'aider à se construire. Et se construire permet à terme d'avoir beaucoup plus confiance en soi. Donc, bon, je chipote, mais oui, en effet, plus j'avance, j'espère, plus j'ai confiance en moi et plus je sais qui je suis, en tout cas. Et ça, c'est hyper Hmm. important. Et ça me fait penser aussi à... J'ai posé la même question à notre collègue Fanny André, Ouais. qui m'avait aussi parlé un peu des autres auteurs, un peu de se comparer peut-être aux autres auteurs, alors même en essayant d'y faire attention, mais est-ce que c'est quelque chose à quoi toi t'es confronté, de regarder un peu ce que font les voisins ou... Oui, 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 et c'est affreux en fait. C'est hyper corrosif, ça sert à rien. Et si je pouvais éteindre ce bouton-là qui est dans ma tête et qui me dit toujours, mais qu'est-ce que tu fous au milieu de tous ces super auteurs? Qu'est-ce que tu fous au milieu de ces gens qui réussissent 1000 fois mieux que toi? Enfin, c'est hyper biaisé déjà comme réflexion, et en plus ça n'a aucune forme d'intérêt. Mais oui, je me compare beaucoup plus maintenant que je commence à, voilà, à être dans la machinerie de l'édition et tout, qu'avant. Avant, ça, bon, bah, moi j'étais très, très tournée sur moi, et voilà. Et là, maintenant que mon moi est à peu près construit et que ça va mieux, bah, je regarde un peu ce qui se passe autour, et là, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que je fous là? Et donc, en fait, ça, c'est un vrai gros travail que je suis en train d'accomplir sur moi, qui est de me recentrer, en fait, et de prendre du plaisir à ce que je fais. Mais ça rejoint la question de la confiance en soi, en fait, hein. C'est vraiment, voilà, j'essaye de me recentrer, de surtout ne plus regarder, en tout cas plus dans une optique de jugement de moi-même, et plus dans une optique de comparaison de ce que font les autres. Et j'attends impatiemment le jour où j'y arriverai et où tout sera beaucoup plus simple, je pense. Après, je pense que c'est aussi au cœur de un peu toute la création, c'est qu'on n'est pas seul à créer, on a d'autres qui le font ici, et en plus, bah, créer quelque chose, c'est déjà pas facile, alors en plus, le rendre public, c'est encore autre chose, etc. Je Mm. pense que on pinaille, entre guillemets, mais ce qui est sûr, c'est que si on regarde le chemin qu'on a fait depuis nos débuts, quel que soit où vous en êtes et que vous nous Ouais. écoutez,
c'est le meilleur moyen de se rendre compte qu'en fait, non, on n'a pas raison de ne pas avoir confiance. Il faut essayer d'avoir confiance Ouais. sur certains points. Peut-être pas tous, Ah oui, oui. heureusement. Ceux qui ont confiance sur tous les points, il y a peut-être Méfiance. anguille sous roche. J'ai encore pas rencontré d'auteur très confiant, personnellement. Ouais, Ça bon, m'est ça pas va arrivé. alors. Mais oui, oui, tu as raison. Je pense qu'il faut toujours regarder derrière et se rendre compte que ça, on a bien avancé, peu importe où on en est, c'est hyper important. Ouais. Yes. Alors, avant de te demander un petit peu comment ça va se passer ton futur, etc., il y a ma fameuse coachée Stéphanie qui avait une question que j'ai trouvée très très intéressante pour revenir un petit peu au polar. C'était s'il y avait une première phrase de polar qui t'a marqué, toi, si tu t'en souviens, ou peut-être est-ce que toi, c'est important pour toi, ces fameuses premières phrases? Alors, j'ai pas d'idée là, j'ai rien qui me vient sur les premières phrases de polar que j'aime. Je me rappelle de premières scènes que j'aimais beaucoup, notamment des romans, des polars qui m'a donné envie d'écrire des polars. C'était Tous ceux qui meurent de John Connolly et le premier chapitre, la première scène est incroyable. C'est l'histoire donc d'un flic qui rentre chez lui et qui voit sa femme et sa fille assassinées. Et en fait, il y a la scène, la première scène, c'est le moment où il va apporter des fleurs sur la tombe de sa femme et de sa fille et qui se mêle en fait au souvenir qu'il a de la lecture du rapport d'autopsie. En fait, c'est bouleversant, c'est ultra trash, c'est vraiment d'une violence terrible et ça m'a foutu une claque. Donc voilà, ça c'est voilà. Pour en revenir à la première phrase. Donc non, dans mes bouquins préférés, je ne me rappelle pas de première phrase marquante. Par contre, moi, je suis une obsédée des premières phrases. Les premières phrases de mes romans, je les ai mûries pendant. Alors, je les ai mûries pendant longtemps, ou alors quand elles sont sorties, j'ai dit, mais alors, toi, ma vieille, tu bougeras plus jamais. Ça, c'est exactement ce que je voulais. Parce qu'en fait, pour moi, la première phrase d'un roman, elle doit contenir tout le roman. Particulièrement dans un polar, elle doit vraiment dire au lecteur, voilà, là, c'est là que je t'emmène, est-ce que tu veux venir? Et du coup, voilà, pour vous donner une idée, la première phrase de mon polar Le goût du rouge à lèvres de ma mère, c'était ma première cigarette avait le parfum des intestins qui se vident et le goût du rouge à lèvres de ma mère. Et pour moi, cette phrase, c'était tout le roman. Et dans 30 grammes, mon roman noir qui vient de sortir, la première phrase, c'est Yannick Gallard a 32 ans et demi, il est en train de mourir et tout va très bien. J'aime travailler cette première phrase parce que c'est la porte d'entrée vers mon univers et voilà. Ouais, puis comme tu le disais, c'est important parce que c'est le message pour le lecteur. C'est vraiment la forme de salutation envers le lecteur, je trouve, de lui dire, voilà, chez moi ça se passe comme ça, je parle comme ça, Exactement. j'ai ce ton, j'ai ce personnage, et éventuellement. Alors on parle souvent des premières scènes, de la première scène, des premières lignes, mais finalement on peut même le condenser sur la première phrase dans Oui, la plupart des romans. Je pense que alors là, effectivement, étant pas une grande lectrice de polar, ça me vient pas spécialement. Mais par contre, pour les romans que j'ai aimés, moi, je me souviens des premières phrases et tout comme toi, même si c'était pas des romans avec une certaine ambiance ou quoi, mais j'ai aussi passé beaucoup de temps à choisir ces 7 premières phrases-là que je vais mettre, ou comme tu dis, parfois elles s'imposent voilà. d'elles-mêmes au rythme des réflexions qu'on se fait. Mhm. Ouais, et j'ajouterais même pour les jeunes auteurs qui cherchent à être publiés, la première phrase et le premier paragraphe et la première page sont fondamentaux. Moi, mon polar, Le goût du rouge à lèvres de ma mère, mon polar, hop, celui-là, voilà. Faut Mon regarder la vidéo. voilà, c'est ça. Mon éditrice et mon agente l'ont choisi pour la première phrase et pour la première page, en fait. Elles me l'ont dit toutes les deux. Alors, en plus, c'est pas forcément la première scène, je l'ai pas forcément retravaillée 50 fois, ça a été assez cool. Bizarrement, ça a été assez cool. Elle s'est écrite un peu toute seule, mais j'en suis assez contente. C'est pas tout le temps le cas de ce que j'écris, mais cette scène-là, j'en suis assez contente. Et clairement, les deux m'ont dit voilà, on a pris ce manuscrit pour ça, parce que il y a quelque chose de très fort, et même s'il y a des défauts dans la suite ou quoi, surtout, voilà, l'âme du bouquin, elle est là et elle nous plaît. Donc, voilà, si je peux donner un conseil aux jeunes auteurs qui veulent être publiés, mais soignez à fond, c'est un poncif, hein, mais soignez à fond votre première phrase, votre premier paragraphe, parce que c'est ça qui peut faire la différence, très clairement. Enfin, moi, ça a été ça, et j'en suis super contente, quoi, parce que
ben voilà. C'est clair, tu dois ta publication à ces fameuses premières phrases. Donc, C'est ça, voilà. Et je pensais pas quand je l'ai envoyé. Donc, quand j'ai réalisé ça après coup, j'ai dit, oula, mais ça me fait vachement réfléchir pour la suite, en fait. Parce que même après, au niveau des contacts que j'ai eu avec les journalistes, avec les libraires qui ont fait la promo de ce roman-là, ben, clairement, c'est cette première scène qui les a marqués, qui a fait qu'ensuite, ils ont lu et que donc, ils ont pu le conseiller ou faire des articles ou quoi. Donc, finalement, c'est loin d'être anodin, le début. Mm. Alors c'est vrai que là on parle de polar, mais je pense que ça peut s'appliquer à vraiment quasi tous les romans, hein, parce que même si voilà, même si on est dans des livres où il y a besoin de présenter tout l'univers, etc., pour qu'on comprenne, il y a quand même moyen de faire une première phrase un peu sympa, je pense, qui sera Oui. forte Et comme tu le quand, dis. voilà. Et quand on n'est pas connu, c'est ça qui fait la différence, en fait, Mm, clairement. mm. Ouais, les premières lignes, on va dire, Ouais. souvent. Je suis bien d'accord avec toi. Euh, et au sujet un peu de ton actualité, est-ce que tu as des news, des futurs projets sur lesquels tu travailles ou est-ce que c'est secret? Alors, bon, non, c'est pas secret, même si pour l'instant, bah là, comme je viens de sortir mon roman noir, la suite, c'est pas pour tout de suite. Je pense qu'on en a encore pour un certain temps. Et donc là, voilà, je me suis recentrée un peu sur le polar. Et donc, mon prochain projet, ça va être un triptyque, donc 3 polars indépendants, mais avec un même réseau de personnages et un même thème qui va être la protection de l'enfance. Voilà, donc je plonge dans un milieu bah, pour le coup très social et sur lequel il y a des choses à dire un regard critique à avoir. Et donc là, c'est un projet qui me tient vachement à cœur pour le thème qu'il soulève. Et c'est un gros défi technique parce que voilà, je l'ai pensé en 3 unités indépendantes, mais j'aimerais que ces unités se recoupent au niveau du réseau de personnages, au niveau du travail symbolique sur chaque personnage et tout. Donc il y a un gros travail. Là, je suis en train de faire un gros travail en amont de réflexion. C'est passionnant. Mais voilà, je me suis dit, voilà, maintenant tu commences à te connaître au niveau des polars un peu one-shot. Donc, essaye de sortir un peu de ta zone de confort, d'aller sur un truc un peu plus ambitieux. Donc, on verra ce que ça donne. En tout cas, ça a l'air hyper intéressant, je trouve, quand on parle. On sent que ça te fait Merci. envie, que c'est Merci. un nouveau Ouais. challenge, en fait, je pense, mais à ta portée, entre guillemets. C'est pas, tu n'as pas changé de trop de Espérons. genre non plus. Tu nous donneras des nouvelles. Non. Ouais, non, pour le coup, je reste dans le polar, ça c'est Ouais. sûr. Est-ce que tu te vois écrire un jour dans un genre complètement différent ou... Alors, pas vraiment, mais c'est pas un non fermé définitif, hein, c'est juste que je suis vraiment passionnée de littérature noire et comme on disait tout à l'heure, il y a tellement de sous-genres à explorer et je me dis, j'aurais jamais assez d'une vie pour écrire tous les bouquins que j'aimerais pour explorer ce genre-là. Donc, je me vois pas écrire dans autre chose, d'autant plus que voilà, j'ai envie enfin, mes bouquins ont quand même, mes polars ont quand même des connexions entre eux, et donc du coup, j'essaie de créer un univers un peu cohérent. Donc, voilà, j'ai pas spécialement envie d'aller ailleurs, et je pense que si je dis à mon agente que je vais aller écrire de la romance maintenant, elle me tue parce qu'on essaye de me construire une identité d'autrice. Donc là, elle m'a dit non, par contre, ça tu fais pas tout de suite. Enfin, non, c'est hors de question. Mais Un donc jour pour peut-être. l'instant, c'est pas. Un jour peut-être, voilà, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai envie de continuer à explorer ce genre-là que j'aime tellement, quoi, en fait. Ouais, puis dans lequel tu peux quand même mettre pas mal de choses, je pense, de thèmes Voilà, forts c'est et... ça. C'est ça. Après, Alors, c'est vrai que un de mes gros projets, alors qui pour l'instant est pas concret, hein, mais j'adorerais faire du scénario de BD et du scénario de manga. Et là, pour le coup, je me verrais bien aller vers des trucs un peu plus ouverts sur du fantastique, de la fantasy ou un truc social sans enquête. Mais donc ça, c'est un de mes projets de partir dans la BD. Mais on verra bien ce qui se fait. c'est clair. Et puis, il y a de quoi faire, en tout cas, je pense. En tout cas, Tout merci à fait. beaucoup, Gabriel, pour tes mots et pour tes bons conseils pour les auteurs de polar. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui écoutent le podcast et qui seront ravis, à mon avis, d'écouter tous ces conseils-là. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin. Et ben d'abord, alors merci à toi pour l'invitation et puis Ah, pour les merci. questions passionnantes. Voilà. Et enfin, le seul mot de la fin que je peux avoir, c'est
continuer à prendre du plaisir à écrire. Ça paraît tellement bête, mais quand on commence à se poser la question de l'édition, comment je vais faire pour être édité, pour écrire un truc bien, pour que les lecteurs ils aiment, ou pour que mes bêta-lecteurs ils aiment, parfois on oublie que le plus important, c'est de se faire plaisir à soi et de... Voilà. Et même quand on est publié, moi, j'ai eu tendance à oublier cet aspect-là. Donc, voilà, on se recentre sur pourquoi on écrit à la base. Ça, c'est hyper important. Dans les moments de doute, c'est hyper important. Je te rejoins complètement là-dessus. Merci, Gabrielle. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcast ou le partager à un collègue auteur. Et tu peux rejoindre les auditeurs du podcast sur j'écrisunroman.fr/hello pour échanger et écrire avec nous ou encore me poser toutes tes questions. Et je te dis à bientôt au Café des auteurs.